C'est bon, Mathieu? Oui. Merci. Monsieur Lotiou. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Kahn, merci de vos analyses. Toujours intéressant, évidemment, de vous écouter comme de vous lire. Vous avez donc fait un ensemble, disons, finalement, de propositions pour améliorer les prévisions. Je retiens aussi ce que vous venez de souligner à nouveau, c'est-à-dire l'intérêt d'avoir un peu les perspectives à moyen terme à politique inchangée. On a des objectifs, ça permet d'objectiver les débats après sur les économies. Voilà, donc ça, c'est extrêmement intéressant. Ce que je retiens aussi, c'est que finalement, vous confirmez ce qu'on avait bien deviné, ne serait-ce qu'en regardant les taux de croissance retenus pour les différentes lois de finances, c'est que on peut avoir les meilleures prévisions du monde, mais il y a la commande politique qui prévaut et qui oriente, ce qui est un fait. Après, nous, ce qu'on se demande ici, ce qu'on a du mal à savoir, c'est quelle était la commande et qui l'a passée. Ça, c'est le véritable problème. Mais on tourne un peu autour, on a du mal à le trouver. Mais la deuxième chose, j'aurais, trois questions. La première a déjà été assez abordée juste avant. C'est un peu l'élasticité, le problème de l'élasticité, finalement, des recettes par rapport à la croissance finalement faible en 7 aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que lorsque cette situation intervient, elle se prolonge? C'est-à-dire, est-ce que finalement le fait d'avoir une croissance faible en recettes est quelque chose qui peut être conjoncturel, ou est-ce que c'est quelque chose d'assez structurel qu'on va retrouver dans les prochaines années? Deuxième question, est-ce que vous ne pensez pas que le problème des recettes tient aussi à la crise qu'on a laissé s'installer du logement et de la construction, qui a un impact fort quand même sur la TVA notamment, et pas que, voilà, et qui commence à s'exprimer, qui va malheureusement continuer à s'exprimer en 2025. Troisième point, avec peut-être un léger désaccord, ça concerne, vous avez dit en gros, les dépenses de l'État, il ne faut pas trop y toucher parce que sinon c'est récessif, il faut contraindre les collectivités. J'avoue que je suis toujours un peu sceptique sur ce discours, dans la mesure où les collectivités, je parle des collectivités, pas des APUL, c'est un peu plus de 5% de la dette publique, et c'est 70% de l'investissement public. Moi, je veux bien, l'État est un peu dopé à la dépense publique, un peu comme Lance Armstrong à l'EPO, si vous voulez. Mais si on retient les dépenses de fonctionnement, si on réduit les dépenses de fonctionnement et pas les dépenses d'investissement, on risque de pas trop toucher à la croissance. Alors que si on touche aux collectivités territoriales, là, on va toucher à la majorité de l'investissement public avec un impact récessif. Voilà un peu mes trois questions. Je vous remercie. Alors, sur l'élasticité globale des prélèvements obligatoires au PIB, sachant qu'il y a aussi des élasticités impôt par impôt. Le travail de prévision, il est fait impôt par impôt avec des élasticités spécifiques à chaque impôt. Mais on regarde souvent, parce que, vu de l'extérieur, d'ailleurs c'est le plus simple, en effet, l'élasticité globale des prélèvements obligatoires au PIB. Si on regarde le petit graphique qui est souvent reproduit, et donc dont j'étais à l'origine il y a une dizaine d'années, on a en moyenne sur longue période une élasticité de 1. Donc si on part de cette idée que finalement elle revient à 1, bon, elle a été nettement supérieure à 1 en 2021-2022, elle est repassée en dessous de 1 en 2023-2024. Peut penser qu'elle reviendra vers 1. Donc cette phase voilà, un peu exceptionnelle d'élasticité très faible est terminée. Après, moi, je ne fais pas de prévision, j'en ai pas les moyens. Et donc, voilà, c'est une réponse un peu théorique que je vous fais. Une des raisons pour lesquelles on a eu ce mouvement dans un sens puis dans l'autre de l'élasticité, il y a, et qu'on voit assez souvent dans les périodes de crise puis de rebond. Il y a l'impôt sur les sociétés qui est très réactif, qui amplifie en fait les cycles conjoncturels. Il y a aussi l'immobilier, vous avez raison. En 2021-2022, le marché de l'immobilier se portait encore bien. Et donc on a eu des recettes pour les collectivités locales sur les DMTO qui sont très bien rentrées en 2021-2022. Et puis, il y a des tas d'autres impôts qui sont liés à l'immobilier, les impôts sur la fortune, les droits de succession, les IFI, enfin, les taxes foncières, enfin, bon, il y en a beaucoup. Et tout ça, finalement, explique en partie l'élasticité nettement supérieure à 1 de 2021-2022. Et puis, en 2023-2024, le marché de l'immobilier a chuté. Et donc, ça a amplifié, c'est une des raisons pour lesquelles, en effet, on a cette élasticité très faible, parce que ces recettes ont fortement baissé en 2023-2024. Oui, donc l'immobilier a une part de responsabilité, si je peux dire, dans ces évolutions. Sur les collectivités locales, moi je me réfère
à une période que les collectivités locales n'ont pas aimée, qui est la période du quinquennat Hollande. François Hollande, enfin ses ministres, son gouvernement a décidé de réduire d'une douzaine de milliards d'euros les dotations de l'État aux collectivités locales. J'ai constaté qu'en effet, dans un premier temps, elles avaient plutôt réduit leurs investissements, parce que c'est souvent le plus facile. Après, je ne suis pas sûr que tous les investissements des collectivités locales sont pertinents. Il y a peut-être, sans doute, moyen d'en choisir certains qui sont, qui sont plus que d'autres, et ce n'est pas forcément injustifié, mais ce que je constate aussi, c'est que dans un deuxième temps, ça a joué sur leurs dépenses de fonctionnement. Pour la première fois, je crois que c'était en 2015-2016, 2 années de suite, l'emploi public dans les collectivités locales a diminué de très peu, mais il a baissé. Mais ça ne s'était jamais vu. Donc je pense que ça a eu un effet aussi sur les dépenses de fonctionnement.